Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va parler de dépression chez le sujet âgé et de sa prise en charge dans la littérature. Donc moi, en ce moment, je suis en centre expert dépression résistante et schizophrénie. Donc on va débuter avec un cas clinique de Monsieur P qui a 77 ans, qui est ancien maître d'hôtel et qui présente un état dépressif qui évolue depuis 2 ans et 6 mois. Alors, c'est pas son premier épisode dépressif. Son parcours a été émaillé de plusieurs épisodes dépressifs qui ont été résolutifs sous amitriptyline ou citalopram pour les 4 premiers. Et on voit que c'est en lien avec son exercice professionnel, principalement, qu'ils apparaissent. Et le 5e épisode qui est en cours est dû en fait à la vente de son appartement par son propriétaire et évolue depuis fin 2018. Et là, cette fois-ci, les 2 molécules précédentes n'ont pas montré d'efficacité. On voit que la symptomatologie dépressive est importante et présente des idées suicidaires, comme vous le voyez. Il y a un tabagisme actif chez lui qui est un facteur de résistance à la dépression et qui est présent depuis l'âge de 18 ans. Euh, Récemment, il a présenté une thrombose veineuse profonde en 2021 et a noté chez le frère un trouble lié à l'usage d'alcool. À son évaluation à 6 mois, on avait instauré un traitement par vortioxétine et il a été potentialisé par lithium à 600 mg. On avait recommandé du coup l'arrêt progressif des benzodiazépines, une activité physique régulière et une alimentation variée type régime méditerranéen, ainsi que la prise de compléments alimentaires que je vais détailler plus tard au moment des traitements dans le diaporama. Et à droite, je vous ai mis un petit tableau qui résumait les traitements passés et leurs motifs d'arrêt. Donc pour commencer, il faut que je vous parle un peu de physiopathologie en ce qui concerne la sénescence. Donc la sénescence biologique, c'est un processus qui est physiologique et qui entraîne l'arrêt de la réplication cellulaire. Ça a été démontré par Hayflick et son équipe que dans des cultures de fibroblastes, au bout de 50 réplications, on tombé en sénescence réplicative dans les cultures. C'est un processus qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il est en réaction à des agressions que j'ai symbolisées par l'éclair. Et ils peuvent être diverses, ces dommages. C'est des dommages à l'ADN, des oncogènes qui peuvent être activés ou mutés, des désordres métaboliques intracellulaires ou alors des stress oxydatifs avec des espèces réactives de l'oxygène. Et généralement, ce processus, il est autolimitant, c'est-à-dire qu'il y a une clairance qui s'effectue avec des cellules immunitaires actives, les lymphocytes TCD4 que j'ai représentés en haut, et en bas, les macrophages. Donc, pour qu'un processus de sénescence biologique soit réussi, il faut 3 acteurs. Donc, le modèle actuel dit qu'il y aurait un phénotype sécrétoire associé à la sénescence appelé SASP, qui font intervenir des molécules inflammatoires, cytokines, chémokines et protéines remodélatrices de la matrice, qui interviennent puis s'arrêtent d'intervenir au bon moment, puis le recrutement de cellules immunitaires, les 2 que je vous ai parlé tout à l'heure, et enfin des progéniteurs dans le tissu sain qui vont reconstruire le tissu. Si un de ces 3 acteurs est absent ou déficient, on va aboutir à une sénescence pathologique avec une accumulation des cellules sénescentes, et des fibroblastes qui vont s'installer à la place des progéniteurs sains. Alors, si ce phénotype SASP intervient de manière pathologique, on a une augmentation des voies des voies qui impliquent le cycle cellulaire, la réplication cellulaire, ainsi que des voies impliquant l'inflammation. Et à l'inverse, on a une inhibition d'un facteur de transcription qui synthétise la protéine P53, qui vous savez, est un gène suppresseur de tumeur, une protéine suppressive de tumeur. Et tout cela va avoir une activité pro-inflammatoire au final, une baisse du support trophique, une baisse de l'apoptose, un arrêt du cycle cellulaire, une génotoxicité augmentant, des dommages au cerveau microstructurel avec une baisse de la myélisation
des dommages sur les épines dendritiques qui seront moins présentes. Et tout cela aboutit cliniquement à une augmentation du déficit cognitif, une apparition de maladies d'Alzheimer, de démence, ainsi que des facteurs de résistance à la dépression, plus de morbidité et de mortalité. Pour ce qui est d'un peu d'épidémiologie, sur les chiffres du baromètre santé de 2017 de Santé publique France, on retrouve 5,5% de dépression prévalente chez les patients entre 65 et 75 ans, ce qui est moindre que les autres tranches d'âge. Toutefois, on voit que ça ne prend pas en compte les patients qui ont plus de 75 ans. Et on remarque aussi, et ça c'est important, que la dépression est plus prévalente chez les femmes âgées que chez les hommes âgés. Et ça a été vérifié dans 85 études comprenant 34 pays qui viennent de tous les continents sauf de l'Antarctique. Et cette dépression, c'est le sujet âgé, était associé à un déclin cognitif, entre 30 et 50% de déficit cognitif léger. Pour ce qui est du diagnostic de l'épisode dépressif, il est plus difficile chez le sujet âgé parce qu'il y a des symptômes somatiques qui vont s'exprimer au premier plan et des plaintes mnésiques plutôt que les plaintes liées purement à la thymie. Donc, devant tout trouble cognitif, il faut se poser la question d'un état dépressif sous-jacent, que l'épisode dépressif chez le sujet âgé, il est toujours à risque suicidaire élevé, qu'une dépression non traitée, c'est la première cause de suicide chez les personnes âgées et que c'est les hommes vivants seuls qui présentent le plus haut risque de dépression. Là, je vous ai mis un arbre décisionnel qui vient des recommandations de la HAS de 2010, qui résume un peu ce que je vous ai dit, qu'il est important de se méfier des plaintes somatiques, et notamment des douleurs, et de se poser la question d'un épisode dépressif, qu'il faut prendre en compte les comorbidités somatiques du patient âgé, ainsi que le contexte de vie, que les symptômes psychotiques, mais ça c'est comme chez l'adulte, signent un diagnostic de gravité, qu'il faut absolument prendre en compte le risque suicidaire inhérent au sujet âgé, l'état nutritionnel du patient. Et il faut que je vous dise que 40% des dépressions chez le sujet âgé ne sont pas diagnostiquées à l'heure actuelle. Donc, c'est quand même relativement important. Est-ce qu'on a un outil qui peut nous aider à mieux la dépister? Oui, on a la GDS, le Geriatric Depression Scale, à 15 items, qui est un auto-questionnaire, et on sait que les auto-questionnaires ont de meilleures performances pour diagnostiquer que les hétéro-questionnaires. Donc là, je vous ai résumé en dessous les performances psychométriques de la GDS 15 par rapport au DSM-5. Et donc, pour suspecter une dépression, en tout cas, il nous faut un score supérieur ou égal à 6. Et là, je vous ai mis les différents items. Si on s'y arrête un peu, on voit qu'il y a des items qu'on ne retrouve pas dans les autres questionnaires. Êtes-vous heureux la plupart du temps comme item 7, ou alors il y a des items qui sont plus axés chez le sujet âgé, comme l'item 9, préférez-vous rester seul dans votre chambre plutôt que de sortir, ou là le 10, axé plutôt sur la mémoire. Donc voilà, c'est un très bon outil qu'on peut utiliser et dont il faudrait se servir. Pour ce qui est de la définition du sujet âgé, pour préciser que l'OMS, en 2017, dit que le sujet âgé, c'est à partir de 60 ans, mais la psychiatrie de la personne âgée prend les patients à partir de 65 ans. Les dépressions du sujet âgé, je vous l'ai dit, c'est souvent des présentations atypiques, et donc on parle de masques, je vous en détaille quelques-uns. Le masque somatique, c'est avec des plaintes douloureuses au premier plan, ou soit cardiovasculaires avec des palpitations ou des troubles gastro-intestinaux qui vont cacher cette dépression. Soit on va avoir un masque anxieux, par exemple, c'est souvent le cas chez les femmes âgées, et là, ça va s'exprimer principalement sous forme de rumination anxieuse. Le masque hostile, comme son nom l'indique, c'est une irritabilité, voire une agressivité à l'égard de la famille et ou des soignants. Et le masque connectif, on le trouve surtout
en institution. Donc, c'est les patients en général qui ont plus de 85 ans et qui se replient sur eux-mêmes, se désinvestissent de leur environnement, des activités aux alentours. Donc, c'est un repli sur soi. Je passe aux facteurs de risque déclenchant des dépressions ou le risque suicidaire chez les sujets âgés. Je vais vous détailler dans la diapositive d'après les maladies physiques qui peuvent entraîner un surrisque de dépression. La manque ou le perte de contacts sociaux est un facteur de risque de dépression, notamment l'entrée en EHPAD et la maison de retraite est un tournant et la moyenne d'âge c'est à 85 ans. Ça me donne l'occasion d'évoquer le scandale Orpea actuel. Et pour ce qui est des antécédents de dépression, il a été démontré aussi que c'est un facteur de risque de dépression. Le risque suicidaire, on retrouve des facteurs qui sont connus chez le sujet adulte, l'usage de substances, alcool, autres drogues et des troubles du sommeil, mais il y a aussi l'âge avancé et le sexe masculin qui sont intéressants à noter. Donc, je vous avais dit que je allais vous détailler les pathologies physiques qui entraînent un surrisque de dépression. Je vous les ai listées ici. On voit que dans le top 3, on a le syndrome d'apnée du sommeil obstructive qui entraîne un surrisque relativement important jusqu'à 2,5, 2,6 même. Et il est très prévalent chez les sujets âgés et sous-diagnostiqué. Et pourtant, on a un traitement qui est efficace par pression positive continue. Donc, il faudrait le dépister pour tous les sujets âgés, pour tout adulte. Et on a aussi donc, les démences vasculaires qui arrivent en deuxième position. En plus basse position, on a la maladie d'Alzheimer. Donc, les démences elles-mêmes entraînent un surrisque de dépression. Et ce qui est intéressant, et je vous le redétaille après, c'est le syndrome métabolique qui est aussi très prévalent chez le sujet âgé, entre 20 et 30%, et qui entraîne un surrisque avec un odd ratio à 2. Donc, je vous redétaille ça après pour vous parler de la définition du syndrome métabolique. Alors, pour ce qui est du SAOS, pourquoi c'est important de le dépister et un point de physiopathe? En fait, la fragmentation du sommeil et l'hypoxie intermittente vont endommager les petits vaisseaux cérébraux ainsi que la barrière hémato-encéphalique et ça va entraîner un cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'apparition d'une dépression vasculaire qui va elle-même ensuite entraîner un déficit cognitif léger en général et plus ou moins déboucher sur une démence. À droite, je vous ai remis les symptômes qui permettent de suspecter un SAOS. Pour le syndrome métabolique, donc sa définition, c'est que c'est au moins il faut 3 facteurs parmi les suivants pour qu'on ait un syndrome métabolique. Donc, c'est soit, et donc c'est à chaque fois, et ou périmètre abdominal augmenté supérieur ou égal à 88 cm chez la femme, 102 cm chez l'homme, un faible taux d'HDS, le cholestérol, des triglycérides augmentés au-delà de 2 grammes par litre, une glycémie à jeun au-delà de 1 gramme par litre, et pour ce qui est de l'hypertension, c'est au-delà de 135-85, soit de systolique ou de diastolique, l'un des deux suffit. Donc, trois facteurs pour faire un syndrome métabolique. Et pourquoi c'est important? Parce que dans une étude longitudinale, non seulement le syndrome métabolique augmente le risque de dépression, mais aussi c'est un facteur prédictif de dépression persistante, c'est-à-dire avec un autre ratio à 3. Ça s'est exprimé comment dans l'étude? C'est-à-dire qu'il y a eu un retard de 3 ans pour diminuer le score de dépression dans le groupe avec syndrome métabolique par rapport au groupe contrôle. Donc, c'est un retard très important, en fait. Voilà. Maintenant, je vais passer au traitement efficace dans la dépression du sujet âgé, du coup. Et je voulais commencer avec les antidépresseurs, avec une méta-analyse de 2019 qui a été menée, du coup, chez le sujet âgé.
Là, on a la taille des ronds du coup, qui représente le nombre d'études qui ont étudié tel ou tel traitement. Et les traitements ont été étudiés par paire. Donc, l'épaisseur du trait représente le nombre d'études qui ont étudié par paire les deux traitements. Ils ont étudié la réponse clinique avec réduction de l'échelle HAMD de plus de 50%, mais aussi la rémission clinique. Ils ont étudié la tolérance et aussi ils ont étudié les méthodes non pharmacologiques. Donc, je vous ferai un point aussi après. Donc, qu'est-ce que sont les résultats de cette étude? C'est qu'on a près de 9300 patients quand même dans 46 essais cliniques randomisés. La durée d'étude va jusqu'à 26 semaines, 4 semaines pour les plus courtes. Et pour la rémission, les 3 traitements qui ont montré la meilleure efficacité, c'est la quetiapine en première position, ensuite la mirtazapine et la duloxétine. Alors, on fera attention quand même à la quetiapine, étant donné l'âge de nos patients, ils risquent de présenter des troubles cardiovasculaires et donc on se méfiera de ne pas prescrire la quetiapine chez les patients avec des troubles cardiovasculaires déjà présents. Et pour ce qui est des 3 traitements qui ont présenté le moins de taux de rémission, et je trouve ça assez surprenant quand même, c'est la venlafaxine, la fluoxétine et la tianeptine, bon, qu'on prescrit moins quand même. Mais voilà, c'est des résultats qui quand même sont surprenants, qui moi m'ont surpris. Pour ce qui est de la tolérance des antidépresseurs, il y a eu des abandons d'études plus importants sous fluoxétine à métrytyline. Et il y a eu plus de sédation sous duloxétine, escitalopram, quetiapine, niancérine et nortriptyline. Il y a aussi eu des troubles du transit. Ils ont mesuré les différents effets secondaires, mais je vous en détaille que quelques-uns. Apparemment, les diarrhées ont été plus fréquentes sous duloxétine et des constipations aussi qui ont été plus fréquentes sous duloxétine, venlafaxine, minacipran et tricyclique. Un mot pour dire que quand même les intervalles de confiance sont assez larges, donc on prend ces résultats quand même avec un peu de pincette. Pour ce qui est des méthodes non pharmacologiques, du coup, je vous ai dit qu'ils les avaient étudiées, c'est intéressant de voir qu'ils ont étudié, alors une méthode que moi je ne connaissais pas, entraînement de la mémoire compétitive, en quoi ça consiste. Ils utilisent apparemment les souvenirs passés du patient pour mieux soigner les ruminations liées à la dépression présentes. Donc ça a démontré un intérêt modéré, effectivement, avec une taille d'effet que je vous ai mis ici. Donc ça peut être intéressant. Je ne sais pas à quelle autre psychothérapie ça peut être transposable. Il y a eu surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que le traitement à domicile des personnes âgées a montré un très fort intérêt, puisque à long terme, à 52 semaines d'intervention, on a quasiment toujours un effet important, modéré à important, sur la dépression. En quoi ça consiste? Pendant 1 an, ils ont demandé à une équipe d'un psychiatre, 2 psychologues et une infirmière de passer à domicile 1 à 2 fois par semaine. Ils stimulaient les activités sociales, ils réévaluaient le traitement, ils prenaient le temps de faire des entretiens et entre-temps aussi, il y avait des interventions par téléphone. Donc, c'est assez important de montrer qu'en fait, le traitement à domicile, c'est très efficace. Les soins collaboratifs avec une moindre taille d'effet, mais en fait, ça représente le lien. En fait, ça consiste à faire le lien avec le médecin traitant, voilà, principalement. Et on voit que les TCC, quand même, n'ont pas montré de différence significative à 4 mois. Donc, c'est surprenant et aussi intéressant de le noter. Donc, je voulais vous parler de compléments alimentaires ensuite. Je voulais commencer avec les oméga 3. Donc, dans une méta-analyse de 4600 patients sur 6 essais cliniques randomisés, les 2 types d'oméga 3 qu'on retrouve et qu'il faut connaître, c'est l'EPA et le DHA. EPA, acide eicosapentanoïque, et DHA, acide docosahexanoïque. Là, je vous ai représenté les 3 résultats d'études
qui ont montré le plus fort effet. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, la dose de PA est supérieure à 1 gramme. Donc ça, c'est important parce que vu qu'on a différentes formulations d'oméga 3, pour choisir la bonne, il faut une dose de PA supérieure à 1 gramme. Les durées d'études vont de 2 à 6 mois et en fait, ça a été étudié pour les épisodes dépressifs légers à modérés et on voit une taille d'effet effectivement qui est importante. Par contre, on n'a pas de données pour l'épisode dépressif d'intensité sévère. Voilà, mais donc c'est des résultats très intéressants à noter. Ensuite, je voulais vous parler des probiotiques qui ont montré une efficacité déjà dans la dépression dans 3 méta-analyses et je vais vous en détailler une juste après, celle de Liu et son équipe. Le sujet âgé présente lui-même une réduction quantitative et qualitative de son microbiote, donc il est légitime de se demander s'ils sont efficaces pour le traitement de la dépression du sujet âgé. Donc on va voir ça, mais d'abord je commence avec un essai clinique randomisé avec une faible taille, mais qui a été mené chez une population communautaire de sujets âgés. Et déjà, on voit qu'il y a un intérêt puisque 2 comprimés 2 fois par jour de Bifidobacterium de 2 types réduisent les niveaux de stress basal. Alors, je ne parle pas d'anxiété puisque c'est des patients sains, et une augmentation de la flexibilité mentale et du taux de BDNF dans le sang, donc de facteurs neurotrophiques. Et pour ce qui est de la méta-analyse de Liu et son équipe, du coup, qui a été menée aussi sur les prébiotiques, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les probiotiques. Donc, on a 23 essais cliniques randomisés qui utilisent les probiotiques dans la dépression et 4 dans l'épisode dépressif majeur. Et donc, chez le sujet âgé, donc, ce qu'on retrouve, c'est que les scores de dépression sont réduits significativement avec une taille d'effet qui est pareil, quasiment importante. Donc, encore une fois, très, très intéressant. Je passe au méthylphénidate qui pourrait être utilisé du coup comme traitement adjuvant à la dépression et ça a déjà été le cas dans les années 50. Par quoi ça passe? Par une libération principalement de dopamine, moins de noradrénaline. Et donc là, je vous présente un essai clinique randomisé chez 143 patients qui compare 3 bras, aucun placebo pur, soit du méthylphénidate seul, soit du citalopram, soit du méthylphénidate et du citalopram. Et on voit qu'il y a une différence significative à 16 semaines pour le bras combiné avec potentialisation par rapport aux 2 autres bras. Cependant, il y a quand même eu 45 patients sortis d'études avant randomisation du fait d'effets indésirables, après randomisation, excusez-moi, du fait d'effets indésirables multiples que je vous ai écrit dessous. Donc, méthylphénidate qui pourrait être intéressant. Le pramipexole, donc c'est un agoniste dopaminergique non dérivé de l'ergot de seigle. Il n'a pas l'AMM dans la dépression, mais dans la maladie de Parkinson et le syndrome des jambes sans repos. Pourquoi on l'utiliserait dans la dépression? Parce qu'il a une affinité préférentielle pour les récepteurs D3, pré- et post-synaptiques. Et donc, on pourrait l'utiliser parce que ces récepteurs sont surreprésentés dans le système mésolimbique, donc plutôt dans les formes de dépression avec anédonie marquée, ralentissement psychomoteur ou manque d'énergie. Et donc, là, je vous ai mis une méta-analyse de 2019 avec 5 essais cliniques randomisés qui utilisent des doses flexibles de pramipexole en fonction des effets indésirables en fait, des patients. Et donc, on retrouve en fait que le pramipexole, effectivement, réduit les symptômes par rapport au placebo, que ce soit, parce qu'ils ont aussi étudié la dépression bipolaire, donc je dis un petit mot, que ce soit dans la dépression unipolaire ou dans la dépression bipolaire. Par contre, il n'y a pas eu de différence significative par rapport à la rémission. Et le pramipexole n'a pas montré de différence par rapport aux ISRS, mais il faut noter qu'il n'y a pas assez de sujets inclus, du coup, dans les bras ISRS, donc il faudrait potentiellement mener plus d'études.
Et aussi important de noter que du coup, le pramipexole, par rapport aux deux autres bras, il y a eu beaucoup plus de nausées qui sont apparues chez ce sujet. Donc, c'est l'effet indésirable un peu clé, j'ai envie de dire. Et maintenant, un petit mot aussi des agents xénolytiques, c'est-à-dire que là, il y a un intérêt un peu croissant pour rechercher des molécules qui permettraient d'avoir une meilleure sénescence, en fait. Donc, notamment, rechercher des propriétés anti-inflammatoires avec, par exemple, la metformine. Ça passerait par quoi? Par une augmentation de la voie AMP kinase, qui est plutôt inhibée chez le sujet dépressif. Et donc, à ce moment-là, augmenter les taux de BDNF et potentialiser l'action d'un antidépresseur. Donc là, c'est un essai clinique chez 80 patients avec une adjonction du coup de metformine. Et ils ont mesuré la rémission clinique sur l'échelle HAMD et aussi les marqueurs biologiques d'inflammation en deuxième critère. Donc, c'est soit la fluoxétine seule, soit la fluoxétine avec de la metformine, et ça pendant 14 semaines. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont montré? C'est qu'effectivement, on retrouve une meilleure rémission à la 12e semaine dans le groupe avec combinaison metformine-fluoxétine plutôt que fluoxétine seule. C'est ça le groupe placebo. Et c'est concomitant avec les résultats des taux sériques. Effectivement, il y a eu une diminution des marqueurs d'inflammation que je vous ai représentés dans le tableau. Et il n'y a pas eu de différence d'effets secondaires entre les deux groupes. Donc, c'est intéressant à noter. Pour ce qui est de la vitamine D, un petit mot, parce que j'ai retrouvé qu'un seul essai clinique randomisé qui a été mené chez des patients avec déficit en vitamine D. Alors, les résultats, à la fin, mènent à une conclusion qu'il y a une réduction significative du score GDS dans le groupe intervention. En réalité, quand on regarde les résultats du tableau, la différence, elle est très modeste. On ne retrouve pas de réelle rémission clinique. Donc, pour le moment, on ne peut pas se diriger vers la vitamine D pour le traitement de la dépression chez les sujets âgés, en tout cas, avec les données qu'on a actuellement. Une petite diapositive pour dire qu'est-ce qu'il y a un peu comme perspective. Le microbiote intestinal, vous savez, en ce moment, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. On sait qu'il y a une communication bidirectionnelle entre le cerveau et l'intestin. Et là, c'est une revue de littérature qui compile 17 études cas contrôle qui comparent des échantillons de sujets dépressifs et de sujets normaux, sans dépression. Ils ont montré qu'il y a des différences au niveau de la composition en bactéries, qu'il y avait notamment moins de bactéries productrices d'acides gras courte chaîne, donc qui protègent la barrière intestinale, et plus de bactéries pro-inflammatoires comme Ergetella. Donc, c'est des choses qui sont très à l'étude. Voilà, et pour conclure, je vous ai résumé de nouveau les traitements dont on a parlé pendant le diaporama. Et à noter que la quetiapine, du coup, je rappelle, on évitera chez le sujet à fort risque cardiovasculaire. Le méthylphénidate, démontré dans une seule étude clinique randomisée. Le pramipexole uniquement sur les symptômes. Et on n'a pas de données pour les oméga 3 dans les épisodes dépressifs sévères. Et on n'a pas de données non plus sur la dépression résistante du sujet âgé. Voilà. Je vous remercie de votre attention.